Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon micro et répondre à vos questions. Donc, je réponds à vos questions que vous m'avez posées en privé, que vous m'avez posées sur ma story Instagram ou que vous m'avez posées aussi en one-to-one, que je tiens aussi à partager ici. Première question, est-ce que tu as une famille, des enfants? Parce que tu en parles très peu, tu l'affiches très peu sur les réseaux sociaux. Alors oui, j'ai une famille et oui, j'ai un enfant pour répondre à la question. J'en ai déjà parlé dans quelques podcasts. Et si je ne les expose pas, c'est parce que je tiens à protéger leur vie privée et ma vie privée. Alors, il est possible que vous ayez vu ma sœur, parce que ma sœur, elle est sur les réseaux sociaux et elle ne s'en cache pas et elle est d'accord pour que je partage sa vie avec moi. Donc, j'ai un compte personnel sur Instagram. Vous pouvez me retrouver à faire les anciennes traînes. Bref, je m'amuse. Et en ce qui concerne ma famille en général, non, je ne les expose pas. Et je tiens à séparer ma vie professionnelle et ma vie personnelle dans tout ce que je partage. Voilà, il y a des choses personnelles qui reviennent, mais vous ne verrez jamais une photo de mon enfant sur les réseaux. Ensuite, deuxième question, comment ça t'est venu de faire ce métier? Et ça, c'est une excellente question parce que vraiment, je trouve que ça m'est tombé dessus. Comme si la vie, elle a fait en sorte que je tombe dessus. D'ailleurs, je dis souvent que je suis tombée dedans comme Obélix. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années, j'étais encore maquilleuse. C'est vraiment un métier que j'ai adoré et pendant la période de Covid, vous savez, je suis passée d'un agenda complet à un agenda vide en quelques jours. Et j'étais arrivée à un moment de ma vie où vraiment j'avais pas mal de remises en question. J'adorais ce que je faisais en tant que maquilleuse. Vraiment, maquiller, c'est encore une de mes passions. Mais j'ai vraiment investi mon âme, mon énergie, mon temps, mon argent. Je vivais que pour le maquillage. Je passais des heures à faire des kilomètres pour quelques heures. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire 600 kilomètres en une journée. Et c'est vraiment un métier où on bouge beaucoup et que t'as pas intérêt à être fatigué. Surtout pour les gros tournages, les grosses journées. Vraiment, en fin de journée, je n'étais plus là, j'étais absente. Pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est déjà arrivé que je parte à 6h du matin de chez moi et que je rentre au soir à 1h du matin, presque le lendemain. Voilà le type de journée que j'ai pu vivre tout au long de ma carrière de maquilleuse. Vous pouvez aussi imaginer que j'ai investi énormément d'argent dedans, que ce soit en termes d'essence, mais aussi en termes de matériel, parce que c'est un matériel qui est assez coûteux. Pour ceux qui n'y connaissent rien en maquillage, il faut savoir par exemple qu'une palette de fard à paupières coûtait environ 45-50 € à l'époque, et qu'un fond de teint aussi était le même prix en moyenne. Et étant donné que j'avais plusieurs teintes différentes de fond de teint, je vous invite à faire le calcul. Et mes pinceaux aussi étaient un coût parce qu'il faut compter à peu près une vingtaine d'euros pour chaque pinceau en moyenne. Donc oui, j'avais le matériel complet et j'étais vraiment passionnée, j'adorais ce que je faisais. Mais arrivé en mars 2020, ça a été une grosse remise en question. En fait, la vie m'a poussée à me reposer parce que je me reposais presque pas. Et j'ai compris que je m'étais littéralement épuisée et que j'aurais pas pu continuer comme ça encore des années. Donc j'ai passé presque 2 mois à faire énormément de recherches sur tout et n'importe quoi, sur le développement personnel, à lire des livres, et j'ai acheté aussi pas mal de formations en ligne. Puis un soir, je scrolle sur les réseaux sociaux et je tombe sur une nana qui parle du human design. Je comprends pas trop ce qu'elle est en train de dire, je comprends pas le jargon dont elle parle. Mais ça m'a intriguée, alors j'ai téléchargé son e-book gratuit. Et là, je tombe sur un schéma bizarre, donc je comprends absolument pas de quoi il s'agit, un peu comme vous quand vous le découvrez. Je vois qu'elle parle de porte, de canal, de projecteur, et j'ai eu la sensation d'avoir déjà vu ce schéma quelque part, mais sans savoir où. Mais j'ai eu une forte intuition d'aller rechercher et d'aller développer ce que ça voulait dire. De là, je fais mes recherches. Je tombe sur des sites Human Design et je vois qu'on peut faire le test gratuitement sur plusieurs sites. Et là, je vois que je suis Manifestor 2-4 splénique. Je comprends pas trop ce que ça veut dire au départ, mais je comprends que je fais partie d'un type énergétique particulier. Et quand je commence à lire les descriptions, ça a fait tout de suite sens. Ça a été électrisant pour moi parce que ça m'a vraiment donné une claque. Et ça m'a aidé à déculpabiliser en me disant mais oui, c'est exactement ça que je ressens et que je ne comprenais pas, juste en lisant un petit texte sur le manifesteur. Et c'est à ce moment-là que a commencé mon aventure parce que j'ai acheté 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, 6 livres, 10 livres. Et je peux vous dire que j'en achète encore des livres sur le Human Design. Je suis tombée dans la passion.
je suis tombée dans la marmite d'Obélix et surtout la marmite du Human Design. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de me lancer. Bon, bien sûr, maintenant, avec le recul, je vois vraiment que mon contenu était éclaté. Vraiment, j'y connaissais rien au business en ligne. J'en avais parlé un peu autour de moi, donc il y a quelques personnes qui m'ont pris des lectures, des analyses. Et puis, petit à petit, j'ai créé un branding autour de la colorimétrie que je me suis imposée, autour de la typologie que j'ai voulu utiliser. Et je pense que j'étais aussi dispersée parce que j'ai essayé de me lancer sur plusieurs réseaux sociaux en même temps et j'arrivais pas à tenir le rythme. J'ai mis du temps à trouver un rythme qui me correspondait. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis un profil de 4. Les personnes qui ont déjà pris un consulting ou une lecture PDF avec moi, ils en ont parlé à une autre personne et ces autres personnes en ont parlé à d'autres personnes et qui sont devenus mes clients. Bien sûr, durant tout ce temps-là, j'ai pu expérimenter et créer des choses qui étaient en accord avec mon feed, mon branding. Parce que si vous vous souvenez, on va dire les 2 premières années, mes premiers clients, je créais un PDF sur Word. Et aujourd'hui, je travaille principalement sur Canva. Et j'ai créé un visuel plutôt harmonieux qui me correspond beaucoup plus. Et ce qui incite aussi mes clients à relire leur PDF Human Design. Troisième question, on me demande si je suis seule dans mon entreprise. Est-ce que je gère tout ? Et oui, je suis seule en grande partie du temps. Alors, à un moment, c'est vrai que j'avais pris avec moi une assistante, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Par contre, ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est que je me prends des prestations avec des freelances sur des choses sur lesquelles j'ai envie de déléguer et sur ce sur quoi je n'ai pas encore les compétences aujourd'hui ou peut-être que je ne les aurai pas. Donc ça m'arrive régulièrement de faire appel à des freelances pour m'aider dans la visibilité ou encore pour mieux me référencer sur Google ou m'aider aussi sur certains points juridiques qui ont été mis à jour et que je n'ai pas eu l'information. Enfin, on ne s'imagine pas, il y a des tas de choses à prendre en compte. Je pense qu'on est à la 4e question, c'est comment tu t'organises ? Mon organisation, elle est faite vraiment en fonction de mon fils, parce que le matin, je le ramène à l'école, et puis le soir, je reviens le chercher. Et si entre deux, j'ai aussi d'autres activités à gérer, parce que je fais du sport depuis quelques mois, ou du moins j'ai repris le sport depuis quelques mois, et je travaille principalement le matin, et les matins où j'ai décidé de ne pas travailler, je travaille l'après-midi. En général, j'essaie de ne pas travailler le week-end ni le mercredi. Et tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, en général, c'est automatisé. Ce sont des choses que j'ai déjà préparées à l'avance. Même le podcast que je suis en train de faire actuellement sera planifié. Et je prépare mes contenus en général à la suite, je le fais sur une demi-journée ou une journée. Ensuite, 5e question, quel challenge principal rencontres-tu principalement ? Alors là, il y a vraiment un point principal qui a tendance vraiment à m'exaspérer, c'est cette fâcheuse tendance à ce que les gens ils essayent de caser le HD. Et je crois que c'est pas ça le pire. Le pire, c'est vraiment ceux qui disent « Ah ouais, mais moi, j'y crois pas à ça ». Et moi, je ne comprends pas comment tu ne peux pas croire à quelque chose dont tu n'as pas connaissance. Si t'as pas envie de t'y intéresser, oui, je suis d'accord. Mais expliquer que tu ne crois pas en quelque chose que tu ne connais pas, j'arrive pas à comprendre. Alors j'ai donné un peu cet exemple, mais t'imagines si un cuisinier, il vient, il commence à m'expliquer une recette de cuisine et que je lui dis « Ah non, mais moi j'y crois pas à ça ». Non, en fait, la raison c'est que je sais pas que je n'y crois pas, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment 2 choses différentes. Mais pour revenir à nos moutons, la tendance à essayer de caser le HD, ça a tendance vraiment à m'agacer. Et on voit que c'est un gros conditionnement de la société. Déjà, ça ne s'explique pas en une phrase. Et en plus, ce n'est pas une question de croire, c'est une question que ça se vit. Le Human Design, c'est une expérience. Et c'est ça que j'ai envie d'intégrer dans la tête des gens. Alors souvent, il y a beaucoup d'amalgame dans l'explication du HD. On me dit, c'est de l'astrologie, de la PNL, de la psychologie, ou même de la sorcellerie. Celle-là, je l'ai déjà entendue. Mis à part l'astrologie, le Human Design est basé sur les coordonnées de naissance et non pas à partir d'un questionnaire qui va établir une espèce de bilan de compétences. Alors pour en revenir du fait que certains disent qu'ils n'y croient pas, j'ai eu une réponse intéressante d'une personne qui disait « ce n'est pas logique ». Parce que je ne sais pas ce que c'est, donc j'ai l'impression que c'est pas logique et du coup je ne peux pas y croire. Ce qui est pratique dans cette réponse, c'est que ça m'a donné une nouvelle perspective parce que c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre.
Mais je tiens vraiment à le rappeler que le Human Design, ça s'expérimente. Ce n'est pas une question de croire. Il y a beaucoup de méconnaissances sur l'invisible et forcément, il y a beaucoup de dogmes autour de l'invisible. Qui m'amène à l'autre question qu'on m'a posée, c'est quoi le rapport entre le Human Design et les tarots ? Alors, il n'y a pas de rapport direct, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à pratiquer pratiquement 1 an après la découverte du Human Design. Donc ici, je vais un peu démystifier tout ce qu'on peut parler autour des tarots, de la voyance, de la spiritualité, de l'invisible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont terre à terre et qui ne croient absolument pas à la médiumité et tout ça. Donc les médiums, ils ont un contact avec les défunts et les voyants ont besoin d'un support tel que des cartes, que ce soit des oracles, des tarots, ou utiliser le pendule ou encore autres techniques que je ne connais pas. Et tout dépend aussi de l'interprétation qui a été faite. Donc ici, je vous invite vraiment à prendre du recul sur les guidances que vous allez recevoir. Deuxième chose, je parle souvent d'énergie. L'énergie, oui, ça existe. Parce qu'on m'a déjà dit, ah ouais, mais comme si une planète, elle peut m'impacter, genre Mercure rétrograde, non, n'importe quoi. Oui, c'est vrai, comme ça paraît un peu perché. Donc là, c'était pas prévu, mais vraiment, je vais te donner un petit cours sur l'invisible et sur l'énergie. T'as déjà entendu parler de manifester ses désirs. T'as dû déjà entendre parler de la loi d'attraction, d'ascension et tout ça. En fait, c'est parce que on dit que tout est énergie, et ça a été prouvé scientifiquement, que tout est énergie. Certains me disent ça n'existe pas l'invisible. Eh bien pourtant si. L'oxygène qu'on respire, c'est invisible, et pourtant ça existe. Le vent, les odeurs, les microbes, les rayons du soleil, ce sont des énergies, et pourtant elles existent. Ce sont des énergies qui sont invisibles, mais qui existent bien. Et il faut savoir aussi qu'on a une manière de faire circuler notre énergie. Et on a tendance justement à tomber malade parce qu'on ne fait pas circuler cette énergie de façon correcte. Et vous le savez, vous avez ce sens aussi intuitif, à différentes échelles bien sûr. C'est invisible, il n'y a pas quelque chose de logique, mais vous en êtes sûr. Bon là je dérive un peu, mais je peux en faire un podcast complet si vous me le demandez sur les énergies, la manifestation, exactement comment ça se produit. Donc question suivante, est-ce que tu fais de la voyance ? Alors moi j'adore répondre, je n'aime pas cette question. Parce que concrètement, oui. Mais en fait, il y a trop de personnes qui s'attachent trop aux résultats. Si tu viens toutes les semaines me poser la même question, tu auras toujours la même réponse. Mais en fait, le fait de poser cette question la même toutes les semaines, voire tous les jours, c'est que tu es attaché aux résultats et que tu manques de discernement. Donc oui, dans 95% des choses que j'ai pu dire ont été vraies, mais il y a quand même une petite partie qui ne s'est pas produite ou pas encore produite. Et dernier point, et c'est aussi une alerte, c'est qu'il y a aussi une question du timing divin. Ce n'est pas moi qui vais décider, je ne fais que lire et interpréter les cartes de manière intuitive. Alors ce sont les cartes que j'utilise principalement, mais j'utilise aussi le pendule et les baguettes de sourcier. Une autre question, est-ce que la plupart de tes tirages se sont réalisés ? Je viens d'y répondre concrètement. En tout cas, la majeure partie, oui, c'est réalisé. Est-ce qu'une collaboration s'est déjà mal passée ? La réponse est oui, ça s'est déjà mal passé avec certaines collaborations. Parce que derrière certaines collaborations se cachait une vente forcée, et je déteste ça. J'appelle ça aussi une vente qui a été manipulée en me faisant croire que c'était une collaboration et que en fait, c'était pour que je devienne sa cliente. Donc sachez que les personnes comme ça, je vous repère tout de suite, je vous réponds même pas. Mais j'ai une collaboration qui s'est en partie mal passée parce que c'était une amie. J'ai mis fin à notre collaboration de manière diplomatique. Bien évidemment, je ne vais pas citer son nom parce que déjà, je ne vais pas la dénigrer. Et deuxièmement, c'est qu'elle gère très bien son activité. Elle a une activité en or. Je dirais qu'elle a de l'or dans les mains. Donc techniquement, comment ça s'est passé ? Eh bien, elle m'a dit que tout ce que je faisais, c'était de la merde. Elle m'a dit que j'étais bête, que je ne devais pas faire ce que j'étais en train de faire, sur certains points, et que j'étais ridicule de m'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Donc honnêtement, ce que j'ai ressenti, c'est une grosse part de jalousie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Pourtant, ça s'était toujours bien passé jusqu'à ce fameux jour. Donc oui, je collabore avec certaines amies, ce n'est pas un échec pour moi. C'est quelque chose que j'aurais pu déjà détecter avant, il y avait déjà des signaux. Bon, je ne vais pas aller dans le détail non plus.
Donc voilà, en grande majorité, les questions qui reviennent régulièrement. Si vous en avez d'autres, peut-être que je ferai une partie 2, donc n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à me répondre en message privé sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.